Nous accueillons maintenant, voilà, Giuseppe Atoma. Je ne me trompe pas. Alors, Giuseppe, vous êtes né à Gênes, en Italie, en 1957, et vous avez créé l'agence de design, de services et expérience utilisateur Atoma en 1997. Aujourd'hui, Atoma compte plus de 20 collaborateurs à Paris et des bureaux à Milan et à Berlin. Et fort d'une expérience internationale de plus de 25 ans dans le domaine du design, vous intervenez en tant que consultant stratégique, aussi bien pour des projets opérationnels que des missions de conseil portant sur la structuration globale, la conception et l'évaluation de systèmes serviciels complexes. Votre réflexion théorique nourrit votre pratique quotidienne sur des projets d'innovation dans différents domaines et vous permettant d'apporter ainsi à vos clients des solutions méthodologiques ad hoc adaptées aux besoins des utilisateurs et au contexte du projet dans la vraie vie, ainsi que des recommandations à la pointe par rapport à l'état de l'art du métier, créatrice de valeur et concrètement actionnable. Giuseppe, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Bon, tout cela, c'est bien beau. Je pense d'ailleurs que c'est moi qui ai fourni ça, ce Tout texte. à Hein. fait, tout Bon, à fait. Bon, alors c'est un peu difficile de rebondir après ça, mais en fait, voilà, une chose qui m'intéresse de partager avec vous ce soir, c'est une réflexion particulièrement personnelle, qui est celle en fait du doute, c'est-à-dire bon, le petit succès qui a été raconté là et qu'effectivement l'agence a depuis quelques années. Je suis convaincu en fait qu'il existe parce que on réfléchit et on se pose des questions auxquelles on n'a pas forcément de bonnes réponses, mais qui nous permettent en quelque sorte d'interroger constamment la pratique et de comprendre, comme ici dans cette image, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce rideau de faux semblants et de rhétorique du jargon qui sont aussi un peu dans ce texte-là, qui font qu'en fait qu'on pense savoir parfaitement bien qu'est-ce que c'est le design des services, l'expérience utilisateur, et comment ça se passe, et pourquoi c'est bien, et pourquoi c'est mal de ne pas le faire, et comme ça. Alors justement, moi, ce soir, moi, je voulais juste jouer un petit jeu et voilà, oublier Giuseppe Atoma, dire voilà, moi je suis là maintenant, je suis là un ethnologue martien qui débarque sur cette belle planète et qui, évidemment, il entend parler du design tout le temps et partout et dans tous les contextes, à tort et à travers, hein, surtout à tort. Et à un moment donné, on cherche de comprendre en fait, de quoi on parle. En fait. Donc, on cherche de comprendre et comme toute bonne éthologue, s'attache à comprendre, à trouver les figures, en fait, les figures qui représentent cette chose-là qu'on appelle le design et comprendre voilà, comment ça se passe, comment les gens le décrivent. Donc, par exemple, ici, il va trouver des modèles, un modèle que certains de vous connaissent, ce qu'on appelle le Double Diamond, qui est un modèle théorique qui a la valeur, l'intérêt de raconter une chose simple, c'est que le process de design, c'est un process qui alterne des phases de divergence et convergence, mais c'est un modèle qui est incompréhensible. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre la représentation abstraite. Il n'y a pas de dimension temporelle, il n'y a pas de, c'est pas incarné par rapport à une finalité. Donc voilà, nous on l'a utilisé, à un moment donné on a arrêté parce qu'en fait on se rend compte que générait plus d'ambiguïté et de biais que d'utilité. Alors que ça, en revanche, bon, là, les gens comprennent mieux. Voilà, on comprend bien qu'il y a un début, une fin, qu'il y a des contraintes, le temps passe, on consomme des jours, on consomme de l'argent. Donc voilà, quelque part, il y a un peu d'itération, mais pas beaucoup trop, parce qu'à un moment donné, quand même, il faut bien le livrer. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est utile, en fait. On est dans l'ingénierie, quelque part, en fait. Hein. Ce processus industriel, bon, voilà, les gens comprennent ça plutôt bien, mais ça aussi, c'est pas tout à fait vrai, en fait, en réalité, parce que la réalité est beaucoup moins, comment dirais-je, simple, elle est plutôt comme ça, en fait. La réalité, en fait, on commence un projet en croyant savoir qu'est-ce qu'il faut faire, en croyant savoir des choses. En fait, on ne sait rien. On découvre que la demande, c'est pas tout à fait ça, que le besoin, c'est pas ça, que les vrais décideurs, c'est pas ce qu'on pensait, qu'on n'a pas la bonne information, qu'on ne connaît pas les utilisateurs. Bref, on commence par une confusion impressionnante, qui est assez effrayante d'ailleurs, parce qu'on est tout de même dans la relation des patients et des services, donc à la fin, on a quand même une obligation de résultat. Mais en fait, on est bien là, dans cet état de panique constant. Alors, et là, on commence à basculer dans quelque chose d'intéressant, parce que du coup, on dit, OK, alors si ça, c'est vrai, donc si c'est la confusion, ça devient une réalité, alors on commence à basculer dans des croyances comme celle-ci, par exemple, qui est une chose qui m'a toujours rendu hystérique. Je déteste cette phrase, que tous les étudiants du design adorent, en revanche.
Mais ça, c'est n'importe quoi, en fait, de dire un truc pareil. Parce qu'en fait, le designer n'est pas Dieu, le designer n'est pas un rockstar. C'est sympa de le penser, mais bon, après, on peut croire ou pas que le rock'n'roll a sauvé le monde. Bon, ça, c'est une question de chacun. Je sais pas. Moi, j'adore le rock'n'roll, bien entendu, mais voilà. Mais après, on arrive, en fait, après, on dérape. Ça devient, à un moment donné, ça devient un délire, quelque part. En fait, ça devient une religion, en fait. Donc, avec tous les signes de la religion. Ça, c'est l'évangile selon Steve Jobs, donc on connaît bien, qu'on aime, en fait. Hein. Ne voyez pas des critiques. Moi, je joue l'ethnologue, là, je n'ai pas de jugement. Ne vous trompez pas. Mais en même temps, voilà, tout ça, ça fait quelque chose de bizarre, en fait. On dit, mais de quoi on est en train de parler et vers quoi on va, en fait? Parce que si le design a une vision salvatrice, si tout ça, ça imprègne d'un discours religieux, on commence bien sûr à y trouver des rituels magiques. Et bon, que ça, tout le monde connaît. Donc voilà, donc, on est dans la situation dans laquelle on pense qu'on met des gens dans une pièce et il y a quelque chose qui va se passer. Ce serait bien beau, ce n'est pas toujours vrai. Parce que parfois, les problèmes sont ailleurs, en fait. Hein. Et là, à nouveau, je répète, en fait, le design n'est pas tout puissant, le designer n'est pas tout puissant. Il y a des enjeux qui se passent ailleurs, justement. Il y a des questions qu'on ne connaît pas vraiment. Ça, c'est très utile, c'est très intéressant, c'est très important, mais justement, ce n'est pas magique. Et après, on en arrive, du coup, effectivement, de fil en aiguille, à un moment donné, à y voir une sorte de réflexion de caste, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, bon, ça, je ne voyais pas de critique, ça, je l'ai pris par hasard. Hein, c'est une image du blog NSP Gamma, c'est une agence que j'adore, d'ailleurs, que c'est des gens que je connais, que j'ai eu la chance de collaborer. Mais c'est très commun, on voit ça partout, hein, dans n'importe quel site d'agence. Voilà. On est dans une sorte de biais générationnel, quelque part, en fait. Hein. Une chose qu'il faudrait même dire, et je pense que c'est important justement de l'affirmer, c'est que il y a un risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conception des services est faite par des trentenaires bien portants urbains. C'est très bien, mais c'est une minorité de gens, d'accord ? Donc ça pose des questions par rapport à l'accessibilité, par rapport à la préoccupation des gens qui sont autres que cette population-là, et ça pose des questions qui me semblent assez importantes. Et après, finalement, voilà, comme ethnologue, on se rend compte que le design est très puissant pour préfigurer des images. Alors ça, c'est un outil politique, du coup, très important et très précieux, donc très aussi risqué, et qui porte des responsabilités. On est tous, aujourd'hui, dans les conséquences des visions qui ont été designées quand on croyait que le futur, c'était la voiture individuelle pour tous, par exemple. Et voilà, donc le design génère des réalités. Donc l'imaginaire du design génère des réalités. Et donc il y a des responsabilités. Alors voilà, moi j'ai fait un autre scénario dans lequel, imaginons justement que là maintenant, bon, je dévie un peu, donc je fais l'ethnologue qui fait des recommandations. Bon, ça, sur la planète Mars, ça va, hein, donc ici pas trop, mais imaginons donc qu'en tant qu'ethnologue, j'observe une situation et je me permets de faire des recommandations. Et voilà, si le design n'existait pas, de quoi on aurait besoin vraiment ? Alors déjà, première chose, on aurait besoin de tuer des figures qui sont devenues obsolètes et pas pertinentes. On n'a plus besoin de créateurs, on n'a plus besoin de médiateurs, on a besoin des pratiques sociales, en fait, des modèles de collaboration réels et partagés de différentes compétences qui travaillent ensemble pour révéler du sens. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui... ça a une évidence, une rhétorique déjà par rapport à ça, mais en réalité, ce n'est pas vrai, parce que c'est très difficile, même dans les agences, de rapporter ces discours-là. Et il y a une autre chose qui est importante, qui est très importante, que je pense qu'il faut qu'on s'occupe, c'est qu'il faut raconter le monde. Parce qu'on a cette responsabilité-là, et les outils qu'on a portent ces capacités. Donc il faut aborder cette question-là, et aborder la question de la narration de la vraie vie. C'est-à-dire, on n'est pas dans le storytelling, on n'est pas dans le marketing, on n'est pas dans la célébration de ce qu'on fait, on est dans la restitution des situations réelles. On a besoin d'empathie, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Là aussi, il y a une rhétorique par rapport à ça. Mais là, ce dont je parle, c'est... je ne sais pas, il y a des choses intéressantes qui se sont passées récemment. Bon, tout le monde a certainement lu les questions des flux migratoires importants qui nous concernent tous.
Ben, une chose intéressante, par exemple, que j'ai entendue, c'est qu'il y a des gens qui s'étonnent que les réfugiés, les migrants, utilisent des portables. Non? Donc, comme si c'était une sorte de contradiction. Mais alors, je ne comprends pas. C'est des gens paumés, ils n'auront plus rien, mais comment ça se fait qu'ils ont tous des portables? Ben, en fait, oui, c'est extraordinaire, cette question-là. C'est très importante. Et là, pareil, l'ethnographie est importante parce que on parle beaucoup aujourd'hui de transformation numérique et on en parle toujours avec la préoccupation de dire c'est les entreprises qui doivent transformer, doivent réussir la transformation numérique. Mais en fait, je pense que pour pouvoir y arriver, de toute façon, et pas seulement les entreprises, mais aussi la société en général, il faut comprendre comment le numérique nous transforme, nous, en tant qu'êtres humains. Et ça, l'observation peut le faire. Et après, il faut aussi se dire que, bon voilà, je pense que les designers qui sont dans la salle connaissent bien l'histoire de l'inspiration très forte de Apple vers le travail de Dieter Rams, notamment les premiers iPhones, notamment, etc. Mais ça, c'est pour dire aussi qu'il y a une mémoire, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des archétypes. Il faut travailler sur les archétypes. Il faut travailler sur les archétypes, sur la beauté, parce qu'ils ont du sens. Et la beauté aussi importante. La beauté, on dit beaucoup... j'ai toujours été impressionné en France, on a une sorte de gêne. Quand on parle de beauté, on dit « Ah oui, mais ça, c'est subjectif ». Oui et non, c'est-à-dire en beauté, il y a des beautés, une beauté qui n'est pas subjective, il y a une beauté qui est vraiment liée à l'humain, et justement, c'est la beauté du langage aussi, et ça, c'est un enjeu du design, le langage. C'est le vrai cœur du métier, c'est ça en fait, c'est créer des langages. Ça, c'est la grotte de Chauvet, et là, c'est intéressant de se dire que il y a des innovations qui ont été beaucoup plus importantes que l'Internet, et sont le langage et l'écriture notamment, par exemple. Et l'écriture, c'est une invention, c'est un projet de design. Ça, c'est une très belle chose. Alors moi, j'ai vu des vidéos, malheureusement, je n'ai pas pu assister à cette performance magnifique d'une chorégraphe Tino Segal allemand à la Tate Modern il y a 3 ans. Et en fait, il a invité les participants, les présents, à improviser des sortes de chorégraphies. Et après, il y avait des acteurs en fait, qui racontaient des histoires face à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et la documentation de ça, elle est absolument impressionnante et très belle. Et moi, ça me parle beaucoup parce que moi, je travaille beaucoup dans les transports, sur la problématique de mobilité. Et j'y vois en fait une façon très originale de raconter qu'est-ce que c'est la mobilité. Et je termine en fait sur cette image aussi, c'est un artiste Charles Geffray. Et ça me parle beaucoup parce que moi, je pense qu'en fait, que le métier qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est ça. C'est douter et trouver qu'est-ce que c'est la forme du doute en fait. Et utiliser l'erreur comme des outils. Donc là, je pense que là-dedans, il y a peut-être une inspiration. Alors, je reviens à mon ethnologue martien pour dire, voilà, des choses qu'il faudrait porter aujourd'hui pour réellement agir sur le monde et réellement faire des choses qui ont du sens et de la valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette autre vision du design qui fait vraiment du bien et même pas seulement du design en fait, juste de l'action en général. Il y a beaucoup de gens qui reprennent vos citations, il n'y a pas vraiment de questions, mais moi j'en profite justement pour poser une des miennes. C'est par rapport à cette phrase de Tim Brown qui disait « Le design est trop important pour le laisser dans les mains des designers ». Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que c'est une évidence? Qu'est-ce que ça représente pour vous cette phrase-là? Bah, voilà, bon, déjà, ça fait partie des formules qui fonctionnent bien. Bon, comme Dieter Rams ou d'autres, on aurait pu en citer. Je pense que c'est une partie vraie. Je pense que c'est une partie vraie. Je pense que c'est une partie vraie. Je ne le dirai pas peut-être de cette façon, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est dans une nécessité d'ouvrir vraiment les compétences et d'abandonner des visions justement de propriété. Plus personne n'est propriétaire d'un métier, ça n'existe plus ça. On le voit aujourd'hui tous les jours avec les métiers qui se font ubériser avec plein de guillemets. Donc c'est vrai que le métier de designer, aujourd'hui tout le monde est designer, entre guillemets, tout le monde peut avoir accès aux outils du design. Donc c'est vrai que l'anthropo ou l'ethno, ça fait partie peut-être des casquettes aussi que les jeunes designers, peut-être qui sont dans la salle, pourraient porter pour pouvoir déplacer leur métier. Merci encore et au plaisir. Merci.